avant de parler de ce sujet, je voudrais dire un mot sur un concept, là c'est ma casquette de juriste, sur le concept de subordination. Parce que l'un des enjeux premiers du développement du numérique, c'est la remise en cause ou le questionnement de la subordination. Or, il faut savoir que le critère premier du contrat de travail, et donc le critère qui détermine l'application du code du travail, c'est l'existence d'un lien de subordination. S'il n'y a plus de subordination, il n'y a plus de droit du travail. Ça ne sert à rien d'aller dans les rues, il n'y a plus de droit du travail. Donc c'est fondamental. Alors, ça fait des décennies qu'on entend que la subordination c'est fini, c'est bientôt fini. Il y a 20 ans, on pouvait encore en rigoler. Maintenant, on ne peut plus en rigoler parce que c'est vraiment sérieux. C'est une vraie question, il faut la prendre à bras-le-corps. C'est une question d'autant plus sérieuse que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment quand on parle à des jeunes. Il y a certains jeunes, beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui vous disent moi, j'ai pas envie d'être subordonné. J'ai pas envie. Et c'est aussi ce qui fait que, pour certains, le Graal, aujourd'hui, c'est pas le salariat, c'est le travail indépendant. Alors, s'ils savaient vraiment ce que c'est que le travail indépendant, probablement, ils diraient pas ça. Mais en tout cas, il y a un vrai questionnement à avoir sur la subordination. Alors, deux mots que je voulais dire par rapport à ça. C'est première chose, il faut insister sur le fait qu'un grand nombre de salariés, aujourd'hui encore, sont subordonnés au sens le plus classique du terme. Tout le monde, tous les travailleurs ne sont pas concernés par le numérique. On ne peut pas construire un nouveau droit du travail uniquement sur le numérique. La personne qui a la caisse du supermarché n'est pas concernée. Deuxième point, il y a effectivement pour les autres travailleurs, ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont en forfait jour, il y a un questionnement sur la subordination. Est-ce que ces personnes sont encore subordonnées ? Alors la réponse pour moi c'est oui, mais en même temps il faut s'interroger peut-être même sur le terme même de subordination. Moi par exemple je pense que à un moment ou à un autre, il faudra qu'on change de concept. Parce que si on reste sur ce concept, on va se retrouver confronté à ce constat que la personne qui est libre de ses horaires, qui a une compétence que l'employeur, ce qui est de plus en plus le cas, elle a une compétence que son patron n'a pas. Ça veut dire que le patron ne peut pas donner des ordres et des règles. Dans les pays anglo-saxons, ils parlent du contrôle, plutôt que de la subordination. Je pense que c'est un concept qu'il faut creuser, parce que autant certains de ces travailleurs qui sont, on va dire, à peu près autonomes dans l'organisation de leur travail, ne sont peut-être pas subordonnés au sens où on l'entendait avant. Autant clairement, ils sont contrôlés, et ils sont sans doute encore plus contrôlés qu'on l'était encore il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a un vrai enjeu sur le critère du contrat de travail et sur cette notion de contrôle. Le contrôle, il est plus puissant, le contrôle patronal est plus puissant aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Voilà, ça c'était le premier point. Autre point, je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à ne pas confondre autonomie et indépendance. C'est très important. Et surtout pour les cadres. Être autonome, et dans le Code du travail, on reconnaît qu'il y a des salariés autonomes. Le concept de salarié autonome est dans le Code du travail, parce que l'un des critères du forfait jour, c'est pour être en forfait jour, vous êtes soit cadre, soit salarié autonome. Donc il faut bien faire comprendre que le développement de ces travailleurs autonomes, et je mets des guillemets, et je terminerai là-dessus d'ailleurs, je mets des guillemets sur l'autonome, le développement de ce type de travail ne signifie pas du tout que ces personnes sont des travailleurs indépendants. Parce que, et je répète, c'est de l'autonomie contrôlée. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je pense que le concept à creuser, c'est le contrôle. Alors ça, c'était la première chose sur la subordination. La deuxième chose, c'est comment on encadre cette autonomie contrôlée. C'est absolument redoutable. Juridiquement, le salarié, il a ce qu'on appelle une obligation de moyens. C'est-à-dire que
le salarié doit faire tout son possible pour travailler au mieux pendant son temps de travail. C'est ça l'obligation de moyens. Et on est en train de passer, et on risque de passer, à des obligations de résultat. Et quand on intègre ce passage de l'obligation de moyens à l'obligation de résultat, on comprend pourquoi certains, et malheureusement de plus en plus nombreux, sont ceux qui remettent en cause la référence au temps. Le temps de travail qui était l'un des points structurants, le droit du travail s'est construit sur le temps de travail, sur une limitation du temps de travail. La référence au temps est constamment remise en cause. Les critiques des 35 heures, etc. Le projet de loi est essentiellement sur le temps de travail, etc. La référence au temps disparaît en même temps que l'obligation du travailleur, du salarié, devant une obligation de résultat. Et ça donne quoi? Ça donne, vous faites ce que vous voulez de vos horaires, vous travaillez où vous voulez, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'à telle date, j'ai sur ma table le projet. Et avec une obligation de résultat, parce que du coup, qu'est-ce qu'il va juger? Le patron, il va juger la qualité du projet, il ne pourra pas juger qu'il y a plus de temps. Donc, il ne pourra pas juger si, pendant son temps, voilà. Voilà, donc ça c'était le premier point qui n'était pas forcément prévu, mais je pense que par rapport à ce qui a été dit, je pense que c'est vraiment une question, on va dire, transversale, celle de la surorganisation. Bon, alors après, sur l'autre point, on va dire, d'actualité plus brûlante, la hiérarchie des normes, bon, bah, quelques mots. D'abord, par rapport au projet de loi, je pense qu'il est important de rappeler que donc, le projet de loi, l'article 2, expérimente, enfin, c'est même plus qu'une expérimentation, puisque si ça passe, ça sera dans le code, une nouvelle architecture du droit du travail et de la hiérarchie des normes. Mais cette architecture a vocation à s'appliquer à tout le code du travail, puisque l'article 1 du projet de loi prévoit une refondation du code du travail et on vient de missionner une commission qui doit refaire tout le code du travail. C'est-à-dire que ce qu'on a dans l'article 2 a potentiellement vocation à aller au-delà. Et c'est là où c'est, on dirait, encore plus inquiétant. Parce que le temps de travail, c'est le domaine de prédilection de la négociation collective, notamment en entreprise. Mais on va devoir aborder d'autres sujets ensuite. Imaginez la santé et la sécurité. Imaginez qu'on transpose la structure qui est dans le projet de loi. Et d'ailleurs, la commission de refondation, c'est dans le texte, c'est dans le texte adopté au 49.3, la commission de refondation a pour objet de donner une place centrale à la négociation collective. C'est dans le projet adopté au 49.3. Ça veut donc dire que, logiquement, si on suit cette logique, il faudrait intégrer la négociation collective dans le champ de la santé et sécurité. Vous imaginez ce que ça donne. Si les règles sur l'amiante ou sur je ne sais quel point essentiel de santé et sécurité deviennent des domaines disponibles à la négociation collective. Je ne suis pas en train de vous dire ce que le gouvernement a ça en tête. Je dis simplement que c'est la logique que l'on met en place si on continue sur ce chemin. Donc voilà, donc, premier point, ça porte sur le temps de travail, mais ça a vocation à s'étendre, et je dirais que c'est plus inquiétant encore sur d'autres sujets que sur le temps de travail. Ensuite, sur le rôle de la loi, c'est une sorte de mode que de critiquer la loi. Mais pas, c'est d'ailleurs pas que chez les juristes, un petit peu partout, pas qu'en France. La loi, c'est ringard. Alors pourquoi c'est ringard? Parce que la loi, c'est décidé d'en haut. Parce qu'il y a une sorte de rigidité attachée à la loi. La loi, c'est rigide. On entend souvent la loi, c'est l'État jacobin. Oui, enfin, il y a tout un discours critique sur la loi. Mais la loi, c'est pas que ça. La loi, ça a un autre volet. La loi, c'est la définition de règles communes. Donc la loi, on peut l'analyser à travers l'idée d'interventionnisme étatique, mais on peut aussi analyser la loi comme une source de règles communes. Et c'est fondamental dans une société. Pas que pour les salariés, c'est fondamental d'avoir des règles communes. Et le mouvement qui se dessine, qui consiste à promouvoir l'accord d'entreprise, remet complètement en cause cette idée de règles communes. Notamment l'inversion de la hiérarchie
des normes. Alors, je voudrais juste dire un mot sur ce que c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, parce que c'est pas toujours très clair. D'ailleurs, le concept n'est pas très bon, mais on va quand même l'utiliser. En gros, pour comprendre le phénomène, pour expliquer ce que c'est la hiérarchie des normes, l'inversion, il faut comprendre qu'il y a deux strates dans la hiérarchie des normes en droit littéraire. Il y a deux strates. La première strate, elle est tout à fait classique, toutes les branches du droit. Vous avez une hiérarchie avec tout en haut les traités, après vous avez la Constitution, après vous avez la loi, les conventions collectives, etc. De branches, d'entreprises. Okay, c'est la hiérarchie. Donc, la première strate de l'inversion, c'est de dire la norme qui est inférieure, qui est en dessous, prime sur la norme qui est au-dessus. C'est ce qui donne l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Okay, ça, c'est le premier point. Ou le contrat prime sur la loi, etc. Mais si on n'avait pas touché au deuxième pan, qui est le principe de faveur, ça ne poserait pas de problème. Parce que moi, personnellement, que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche s'il est plus favorable, ça ne me pose aucun problème. C'est pour ça que il ne faut pas se laisser dire, ce qui est souvent le cas, que lorsqu'on critique l'article 2, on est contre la négociation collective. Je pense que nous ne sommes pas contre la négociation collective. Je pense qu'il n'y a personne à cette table mais contre la négociation collective. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième strate, qui est le principe de faveur. Et l'inversion de la hiérarchie des normes, telle qu'elle apparaît dans l'article 2, remet en cause le principe de faveur. Et c'est ça qui est fondamental. Et donc c'est ça qui fait que, par exemple, sur la majoration des heures supplémentaires, un accord d'entreprise pourrait demain fixer un taux, par exemple, à 12%, inférieur à celui de l'accord de branche, alors même que les partenaires sociaux au niveau de la branche, donc quand on dit les partenaires sociaux, c'est à la fois patronaux et salariés, de côté, ont décidé, par accord collectif, que ce serait 25%. Mais le principe de faveur ne jouera pas. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'entreprise, si un accord est conclu, il primera, peu importe qu'il soit favorable ou pas aux salariés. Et ça, c'est très problématique, et ça fait le pont avec ce que je disais au début. Le principe de faveur, c'est pas une bizarrerie du droit du travail. Le principe de faveur, c'est la contrepartie du lien de subordination. C'est la conséquence du lien de subordination. Pourquoi est-ce qu'il y a une règle qui fait que quand il y a deux normes en concours, on privilégie celle qui est favorable aux salariés? C'est parce que la relation est fondamentalement une relation de subordination. Alors, tout dernier point. Donc, ça c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc, cette inversion favorise les accords d'entreprise. L'une des critiques qui peuvent être adressées au projet de loi et à l'article 2, c'est de promouvoir l'accord d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça pose comme type de problème? Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais je vous les redonne rapidement. Premier problème, c'est le droit du travail à la carte. Donc c'est cette idée que si vous changez d'entreprise, vous changez de droit applicable. Vraiment, alors pour Carlos à la BCE, de toute façon, même s'il n'y a pas de projet de droit, ça ne va rien. Il ne changera de toute façon de droit applicable. Mais en principe, non. En principe, non. Le droit ne change pas. Mais si l'essentiel des règles qui concernent les salariés sont définies entreprise par entreprise, si vous changez d'entreprise, vous changez de droit applicable. D'abord, c'est assez paradoxal par rapport à cette idée qu'il faut fluidifier le marché du travail. C'est assez contradictoire de dire qu'il faut que le marché soit plus fluide d'un côté, et puis les salariés, quand ils changent d'entreprise, ils changent de règles applicables. D'un point de vue économique, c'est assez aberrant. Puisque les règles de droit sont analysées comme des coûts, notamment les coûts de transaction. Vous imaginez, si vous pouvez apprendre des coûts pour réanalyser, ça fait des coûts quand même sacrément importants. C'est la première critique. Après, vous avez la critique du rapport de force, qui est plus déséquilibré au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche. Et puis, vous avez la fameuse critique du dumping social. Donc, je vais dire un mot parce que c'est une critique qui est forte. Et on a des exemples de droit comparé où c'est déjà le cas. Et c'est pas une sorte d'idée reçue ou
de chimère. Non, le dumping social, c'est réel. Quand on promeut les accords d'entreprise, on promeut le dumping social. Ça veut dire donc que si vous avez des règles communes, ça veut dire que toutes les entreprises de la même branche sont soumises aux mêmes règles. Donc, les entreprises ne peuvent pas se concurrencer par les règles sociales. Si chaque entreprise peut définir ses propres règles, les entreprises dans le même secteur peuvent se concurrencer par les règles sociales. Alors, évidemment, c'est problématique pour la concurrence, notamment pour les petites entreprises. Ce n'est pas un hasard si ce projet reçoit l'opposition non seulement de nombreux salariés, mais aussi de nombreuses petites entreprises. Donc non seulement c'est problématique pour les petites entreprises, j'ajoute même que les petites entreprises ont beaucoup plus de mal à conclure des accords que les grandes. Donc ça veut dire que la grande entreprise elle va pouvoir faire son accord de flexibilité, la petite elle ne pourra pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit elle sera défavorisée, soit, je dirais c'est le pire, heureusement on y a échappé pour le forfait jour, soit on va prévoir que si dans la petite entreprise il n'y a pas d'accord collectif, c'est une décision unilatérale de l'employeur. Ça c'est le pire qui puisse arriver pour les salariés. Ça a été prévu, c'était dans l'avant-projet sur les forfaits jours. Heureusement ça y est plus. Et donc il est tout à fait clair que ce système d'accord d'entreprise n'est pas adapté aux petites entreprises. Et ça peut créer, et moi ça m'inquiète, beaucoup pour avoir pas mal travaillé avec le droit américain, ça peut créer des tensions entre les intérêts des salariés et des consommateurs. C'est le phénomène Walmart. Alors, le phénomène Walmart, c'est la chose suivante. Aux États-Unis, on va beaucoup plus loin qu'en France, c'est l'essentiel des règles qui peuvent être définies par rapport à l'entreprise. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un énorme supermarché de Walmart, c'est une chaîne. Je crois que c'est l'entreprise la plus puissante en termes de chiffre d'affaires des États-Unis. Voilà, alors voilà, exactement. Donc, Walmart a une politique de bas salaire et une politique anti-syndicale. Alors, mais inversement, Walmart a une politique de très bas prix. Les prix, c'est pas cher chez Walmart. Comme Walmart et toutes les entreprises américaines peuvent définir leurs propres règles entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont choisi une politique, on va dire, anti-droit du travail. C'est-à-dire peu de protection des salariés et des prix bas. Okay. Qu'est-ce qui se passe quand Walmart rentre dans une localité? Les commerces, les petits commerces, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils s'alignent sur les prix, soit ils ferment. Donc ils s'alignent sur les prix. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils jouent sur les règles sociales et ils détricotent les protections des salariés. Et ça, c'est possible. Pour l'instant, on est à peu près épargné par ça. Parce qu'on a la loi, parce qu'on a les accords de branche. Si on va vers les accords d'entreprise, on va créer plein de tensions, et notamment, on va créer cette tension absolument explosive entre les intérêts des salariés et les intérêts des consommateurs. Parce que autant on n'est pas en même temps salarié et chômeur, a priori, autant on est en même temps salarié et consommateur. Et ça, c'est explosif. On commence à pouvoir arriver sur le travail du dimanche, parce que ça, ils sont le travail du dimanche, on commence déjà à voir les intérêts des salariés et les intérêts des consommateurs qui sont mis en tension. Donc voilà, j'arrête là, mais tout ça pour vous dire que le modèle qui nous est promu, je pense, n'est vraiment pas un bon modèle et voilà, il faut, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer les risques que l'on prend. Et je parle des risques pour les salariés et pour les petites entreprises en développant ce type de modèle construit sur la grande entreprise. Voilà. Merci.